Je m'appelle Olivier Robineau, je suis infectiologue à l'hôpital de Tourcoing. Je suis professeur de maladies infectieuses et également président de la coordination régionale de lutte contre le VIH et les hépatites, qui s'appelle le COREVI. Et donc, notre objectif, il est de coordonner les acteurs, c'est-à-dire de faire en sorte que les personnes qui travaillent sur le VIH, tant dans la prévention que dans la prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH, communiquent, élaborent ensemble des stratégies de prise en charge et de prévention. On a une autre mission qui est épidémiologique, c'est-à-dire que on a pour rôle de récupérer les données du nombre de contaminations dans la région et du suivi des personnes vivant avec le VIH, afin de pouvoir réaliser des états des lieux régulièrement sur la population, les personnes vivant avec le VIH. Au final, est-ce qu'elles sont correctement prises en charge, suffisamment prises en charge? Est-ce qu'elles ont bien une charge virale indétectable, ce qui est un des objectifs du traitement? Est-ce qu'il existe des disparités au niveau de la région et comment on peut faire pour améliorer ce genre d'éléments? On a aussi un rôle de diagnostic. Donc on n'est pas au contact direct avec les populations cibles. On est plus notre rôle, c'est vraiment de réaliser un réseau. Et c'est pour ça que on est là aujourd'hui. C'est-à-dire que vu qu'il va y avoir une proposition à la fin du topo de travailler de faire travailler des lycéens sur cette thématique, nous, notre rôle, étant donné qu'on a un réseau, sera de proposer éventuellement des acteurs du réseau pour que les lycéens puissent travailler avec eux. Alors, le VIH aujourd'hui, il y a plusieurs grandes problématiques. La première, elle est encore et toujours l'image que la maladie a auprès du grand public, mais également auprès des professionnels de santé, ce qu'on appelle la sérophobie, où il existe toujours un a priori sur cette maladie et sur les personnes qui portent l'infection. Alors, ce sont des personnes qui vivent normalement, n'ont pas de problématiques particulières, ne sont pas un danger pour la population. Et donc, c'est extrêmement difficile de faire passer ce message. La deuxième problématique, elle est mine de rien, paradoxalement aussi la banalisation, mais la banalisation dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on considère que c'est une maladie où on a un peu réglé le problème parce qu'on a des médicaments qui sont efficaces et on ne se sent pas concerné parce qu'il y a toujours les a priori sur les populations à risque. Alors oui, évidemment, il y a des populations qui sont plus à risque que d'autres, ce qui va nous amener à parler de l'épidémiologie, mais globalement, on peut être infecté par le virus selon quelles que soient les pratiques sexuelles, évidemment avec un risque plus ou moins important, qui est également il y a d'autres risques également liés aux pratiques non protégées, les autres IST. Donc, la problématique du VIH, la banalisation du VIH touche aussi d'autres maladies qu'il faut combattre. Donc ça, c'est la deuxième problématique. La troisième, elle rejoint un peu la banalisation et le fait de ne pas se sentir concerné, c'est qu'en fait, on ne dépiste pas suffisamment tôt la maladie. Et ça, c'est un énorme problème, pas suffisamment tôt dans l'histoire de la maladie, c'est-à-dire que plus on dépiste tôt la maladie, moins on a de risque d'évoluer vers une forme, vers une forme sévère et vers une forme qui peut entraîner une altération de la vie quotidienne, voire même le décès au stade SIDA. Également pas suffisamment tôt au sens où les jeunes sont insuffisamment dépistés. C'est-à-dire qu'on sait qu'environ 15 à 20% des personnes infectées par le VIH le sont avant l'âge de 25 ans. Et globalement, on les dépiste beaucoup plus tardivement, ce qui a deux conséquences. Une, le fait de continuer à transmettre le virus, et deuxièmement, d'avoir la santé qui peut être abîmée avec plusieurs années de virus sans traitement. Alors, ben, on peut faire un peu l'épidémiologie du VIH. Donc, la première chose, c'est que si je vous montre les résultats dans le monde, en fait, il y a 39, presque 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH, donc ce qui est quand même conséquent. Et il faut savoir qu'il y a à peu près autant de personnes qui en sont mortes. Il y a environ 1,3 million de nouvelles infections par an et 650 000 décès. Et il y a un peu plus de la moitié, on va dire allez, presque les deux tiers des personnes qui ont accès au traitement. Et donc, le fait que pas tout le monde puisse être mis sous traitement, ça entraîne au final la circulation du virus et donc le maintien de l'épidémie. Si on regarde en France, là vous avez les données 2023, parce qu'on est en 2024, on a toujours un an de décalage sur les données. Vous voyez en haut le nombre de cas qui ont été dépistés.
Et donc, vous voyez qu'il y a eu une baisse en 2020 qui est probablement liée au fait qu'on a arrêté un peu le dépistage. Les systèmes de dépistage n'étaient pas assez efficaces. Mais là, on est revenu avec 5400 cas au taux que l'on a en 2019, que l'on avait en 2019, environ un tout petit peu plus bas. Alors, est-ce que ça veut dire que, au final, on a rattrapé des cas qu'on n'a pas dépistés ces dernières années et que du coup, il y a quand même au final une véritable baisse, ou est-ce que on est plutôt dans une situation où il faut relancer encore les choses et il y a pas mal de cas qui restent encore à dépister? Là, on peut pas encore vraiment l'affirmer. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une baisse sensible sur les 10 dernières années, mais on est loin d'être dans une situation où on a réduit de manière drastique le nombre de contaminations en France. Si vous regardez à droite, vous avez les populations dans lesquelles le nombre de contaminations a le plus baissé ou et reste stable. Donc vous avez ce qu'on appelle les populations cibles. Donc la courbe rouge qui descend, donc qui en 10 ans, en plus de 10 ans, a diminué de plus de 20% le nombre de nouveaux cas, sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et qui sont nés en France. Là, en fait, a priori, les mesures de prévention et l'information a continué à bien circuler dans ce milieu et a permis une belle baisse, mais on note quand même que depuis 2020, ça reste quand même globalement plutôt stable. Donc, il faut qu'on arrive à mettre un coup d'accélérateur dans la prévention. Les autres groupes, donc vous avez les hétérosexuels, qu'ils soient hommes ou femmes, les homosexuels, hommes vivant et nés à l'étranger, les injecteurs les personnes qui sont usagers de drogue, vous voyez d'ailleurs qui représentent par voie intraveineuse, ils représentent vraiment une très faible proportion, hein, c'est la courbe verte en bas. Eh bien, dans toutes ces autres populations, le nombre de cas dépistés reste extrêmement stable. Et donc, quand on dit qu'on parle toujours populations à plus haut risque que sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, bah, au final, eux, on a l'impression qu'on a une activité, une action, pardon, avec nos modalités de prévention. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès aux autres populations qui, elles aussi, sont à risque, et notamment les hommes et les femmes hétérosexuels qui sont nés en France où les courbes sont extrêmement stables. Alors, cette maladie, la physiopathologie, elle est, bon, alors là, j'ai mis un graphique très compliqué, mais au final, ce qu'on dit, c'est que c'est une infection virale chronique. Alors, c'est pas la seule infection virale chronique, hein, c'est-à-dire que vous avez en vous, la 80% de la population a été infectée par EBV, l'Epstein-Barr virus, qui est la mononucléose infectieuse. Pareil, 80% d'entre nous portons de manière chronique un des virus de l'herpès. Ça ne veut pas dire qu'on fait des boutons d'herpès de manière récurrente, mais en fait, on a ces virus qui vivent en nous. Et ils sont contrôlés par le système immunitaire. Le VIH, c'est aussi une infection chronique, mais qui pose un autre problème, c'est que notre système immunitaire ne le contrôle pas totalement. Et donc, le virus abîme un certain nombre de cellules, les cellules dans lesquelles il va pour se multiplier. Et ces cellules sont les cellules du système immunitaire. Et donc, le VIH attaque le système immunitaire. Au cours du temps, le système immunitaire diminue en qualité et en quantité par les virus, par les cellules qui sont mortes. Et donc, on arrive à moins bien se protéger des infections. Et donc, on ne meurt pas du VIH en lui-même, on meurt des infections opportunistes, donc des infections qui profitent de ce système immunitaire altéré pour nous faire du mal, voire pour nous tuer. Et ça, c'est le stade SIDA de la maladie. Donc on peut avoir le VIH sans être au stade SIDA. Et l'objectif des traitements, c'est de stopper l'évolution de la maladie pour éviter que qu'on arrive au stade SIDA. Et donc, il y a une notion qui est importante, qui est la notion de réservoir. En fait, on n'arrive pas à l'heure actuelle, à éliminer le virus. Il n'y a aucun traitement qui arrive à éliminer le virus. Le virus va se cacher dans des cellules que l'on appelle des réservoirs, qui sont en fait des cellules qui gardent en mémoire du virus. Et donc, nous, nos traitements, ils nous permettent de limiter de limiter la fabrication de virus, voire même de l'arrêter pour qu'il n'y en ait plus dans le sang. Mais si on arrête les traitements, ces réservoirs font repartir la production du virus. Donc, toujours sur la physiopathologie, c'est juste pour vous montrer une courbe qui paraît un peu compliquée, mais c'est en lien à ça, c'est-à-dire que vous avez le temps, là, vous avez quelqu'un qui vient d'être infecté, il a beaucoup de virus dans le sang, puis le système immunitaire contrôle un tout petit peu la production, donc ça baisse un petit peu par rapport au début de l'infection. On débute les antirétroviraux, donc les médicaments, et hop, on passe sous les seuils de détection du virus dans le sang. Si on arrête le traitement, eh ben on repart et l'évolution de la maladie repart comme si on avait mis pause la maladie pendant un moment. Donc les traitements permettent de mettre pause et l'objectif, il est vraiment de garder le traitement à vie pour éviter que la maladie évolue.
Là, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que vous avez, donc là, vous avez le virus en bleu, hop là, vous avez beaucoup de virus au début de l'infection pendant les 3 premiers mois, puis après vous contrôlez un petit peu. En parallèle, malgré ce contrôle, eh bien, vous avez vos globules blancs qui baissent progressivement au cours du temps, et il arrive un moment où les globules blancs, les CD4, arrivent en dessous d'un seuil, et à ce moment-là, le nombre de virus explose dans le sang. Et les CD4 baissent, c'est en général à ce moment-là que se trouve le stade SIDA. On est au-dessous d'un certain seuil, on n'a plus assez de cellules pour se protéger et on arrive au stade SIDA. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps pour arriver à cette maladie est assez long. Environ 8 à 10 ans et il y a des gens qui évoluent très vite vers le sida, mais la plupart des gens développent cette maladie au minimum 6 à 7 ans après l'infection initiale. Ce qui veut dire que c'est une maladie qui reste silencieuse pendant très longtemps et pendant toute cette période où elle est silencieuse, on peut transmettre parce qu'on a du virus dans le sang. Et donc l'objectif, c'est vraiment de dépister le plus tôt possible pour éviter que les gens transmettent et pour que cette évolution lente soit stoppée pour éviter d'arriver à un moment où on ne peut plus revenir en arrière. Alors, eh bien, alors on a différents tests, hein, les tests rapides, les tests combinés. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire des tests rapides, c'est-à-dire qu'on peut faire des prises de sang au bout du doigt. On prend une piqûre d'aiguille et avec une goutte de sang, on peut avoir un test. L'avantage, c'est que c'est très facile à faire. On peut le faire. On organise des dépistages dans des lieux de rencontre, dans des boîtes, dans des bars, et on a un test et on a un résultat rapide, assez fiable, mais moins sensible que les tests sanguins que l'on peut faire dans des laboratoires parce ils ont une efficacité pour mettre en évidence une infection de plus de 3 mois. Alors que les tests combinés par une prise de sang, c'est plutôt 4 à 6 semaines. On dit 6 semaines, mais globalement à 4 semaines, ça donne déjà d'excellents résultats. La transmission du virus, hein, donc là on a parlé de comment ça fonctionnait, mais la transmission, c'est en contact avec des muqueuses. Et la transmission, elle est essentiellement sexuelle à l'heure actuelle dans les pays développés. Et donc, cette transmission, elle se fait selon les pratiques sexuelles que l'on a, en sachant que les rapports ano-réceptifs, par exemple, sont plus à risque que les ano-insertifs, plus à risque que les vaginales réceptifs. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce que quand on est en contact long avec les liquides, donc quand on reçoit le liquide, donc le sperme, eh bien on est plus à risque, on est en contact plus prolongé avec du liquide infecté que lorsqu'on émet le liquide, donc quand on est, voilà. Donc c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi il y a plus de femmes infectées que d'hommes dans les populations hétérosexuelles et une des raisons pour lesquelles il y a plus les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes sont plus à risque. Il y a également aussi le fait que dans les rapports anaux, il y a peut-être plus de micro-lésions des muqueuses qui favorisent au final la transmission du virus. Il y a d'autres facteurs qui favorisent la transmission du virus, eh bien qu'il y ait des lésions. Hein. Donc théoriquement, le risque lors de rapports sexuels buccaux existe, et infime, mais existe en cas de lésion. Lorsqu'il y a par exemple une éjaculation buccale avec des lésions liées à une autre infection sexuellement transmissible, par exemple, eh bien on peut tout à fait, il y a un risque non nul de transmission. Alors, ce qui est important aussi, c'est que on peut se poser la question. Il y a beaucoup de couples qui vivent, un a le VIH et l'autre ne l'a pas. Eh bien, en fait, aujourd'hui, avec grâce au traitement, la charge virale est indétectable et donc, quand on a une charge virale indétectable, la transmission ne s'opère plus. On dit que le U égale U, undetectable égale untransmittable, donc indétectable égale intransmissible. C'est pas très français, ça sonne mieux en anglais. Mais dans un couple où une personne a le VIH et prend bien son traitement, et ça c'est l'écrasante majorité des malades, c'est même pas la majorité, c'est plus de 90% des personnes qui prennent leur traitement et ont une charge virale indétectable. Nous, dans notre service, on est au-delà de 95% des personnes suivies qui n'ont plus de virus dans le sang grâce à leurs médicaments. Et donc ça leur permet d'avoir une vie sexuelle épanouie et également d'avoir des enfants. La Euh, transmission sanguine est quasi nulle en France, hein. Elle est en baisse chez les usagers de drogues intraveineuses, étant donné que on a une politique de changement de matériel qui est plutôt efficace. Et les AES, c'est les accidents d'exposition au sang, c'est-à-dire quand vous êtes infirmier, médecin, vous faites un geste et vous vous piquez, eh bien au final le risque est extrêmement faible pour plusieurs raisons. La plupart des personnes connaissent leur statut et ont un traitement et ont plus de virus dans le sang, donc ça déjà, ça évite le risque. Et deuxièmement, on a des traitements que l'on peut proposer en prévention, c'est-à-dire une fois qu'on a eu un contact à risque, que ce soit
pour des rapports sexuels ou en contact avec du sang en milieu professionnel, eh bien, on peut mettre un traitement antirétroviral en route pendant un mois pour éviter que le virus aille dans les réservoirs et entraîne une infection chronique, et ça marche très bien. La transmission materno-fétale, alors elle est très très rare en France, heureusement. Elle existe encore dans les pays où il n'y a pas l'accès parfait au traitement. Et donc, la transmission se fait surtout à l'accouchement par voie naturelle. Si une personne n'a pas de charge virale, une femme n'a pas de la charge virale reste détectable en fin de grossesse, on va faire une césarienne pour éviter qu'il y ait une transmission à l'enfant. Si la charge virale est indétectable, on pourra tout à fait autoriser l'accouchement par voie naturelle. Donc en fait, pendant toute la grossesse, la transmission ne se fait pas au fœtus. Hein, ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, pour ce qui est de la prise en charge, il faut savoir que c'est une maladie chronique, et donc toutes les maladies chroniques nécessitent un environnement pour la prise en charge, que ce soit le diabète ou d'autres maladies, d'autres maladies, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire. Au final, ça répond aux mêmes enjeux. Il y a un traitement médical que l'on donne aux patients, mais il faut que ce traitement il soit pris, il soit compris, et on puisse faire face aux différentes difficultés associées au traitement. Et donc, il y a une prise en charge qui est multidisciplinaire. Et donc, il y a le médecin, évidemment, spécialiste qui propose le traitement, etc. Il y a le médecin traitant qui organise un suivi en parallèle. Et il y a également les infirmiers, les psychologues et d'autres médecins de spécialité qui vont accompagner la personne qui a le VIH pour au final favoriser une meilleure observation, une observance du traitement. Et ce système est extrêmement efficace. À partir du moment où une personne est diagnostiquée pour le VIH, positive pour le VIH, et qu'elle est dans un réseau de soins, eh bien au final, sa charge virale, elle est négative dans plus de 95% des cas. Et donc ça, c'est important. Et il faut réaliser ce suivi à vie parce que, comme dans toute maladie chronique, on peut avoir un moment où on en a marre, arrêter les traitements, etc. C'est extrêmement rare, encore une fois, mais il faut être vigilant, il faut savoir repérer les personnes, les situations de fragilité où les gens vont avoir besoin d'aide pour qu'ils puissent continuer à prendre leur traitement. Donc, comme je vous l'ai dit, la prise en charge est multidisciplinaire. Il y a autre chose qui se surajoute. Il y a non seulement, évidemment, le fait de bien prendre les traitements, mais il y a également le fait de bien vivre avec le VIH et de bien vieillir. C'est-à-dire qu'il y a encore 30 ans, on disait que tout le monde, toutes les personnes qui avaient le VIH allaient mourir. Après, quand on a eu les trithérapies, on a dit qu'elles pouvaient survivre. Après, quand on a eu des trithérapies d'un peu meilleure qualité et avec moins d'effets secondaires, eh bien, on a considéré que les gens allaient pouvoir vivre et vivre longtemps. Maintenant, on a près de la moitié des personnes que l'on suit qui ont plus de 50 ans et une part importante qui a plus de 60 ans et on a même évidemment des personnes qui rentrent en maison de retraite et qui ont le VIH. Donc, euh, là, maintenant, il y a un nouveau challenge, c'est bien vivre. On sait que ce virus, il abîme le système immunitaire et donc il y a encore plein d'interrogations sur ben, est-ce que quelqu'un qui a le virus et qui est pris en charge précocement, eh bien au final, est-ce qu'il va développer quand même plus facilement certaines autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires? On sait que le virus du VIH entraîne de l'inflammation un peu chronique qui peut abîmer éventuellement les artères. On a l'impression que le risque est le même lorsqu'on prend les gens en charge de manière très précoce, mais par contre qu'il est très augmenté quand on les prend de manière tardive. Encore ça reste à démontrer avec avec un recul qu'on n'a pas encore sur les personnes nouvellement diagnostiquées avec les nouveaux traitements des dernières années. Bon, un petite diapositive sur l'histoire de la prise en charge pour vous dire, hein. En 81, on avait 22 cas diagnostiqués en France et aux USA. Au final, de ce que je vous ai dit pendant la présentation, vous voyez qu'il y avait au final en 80 probablement, enfin, l'épidémie était déjà bien installée parce que ces cas-là sont des cas de sida ces gens avaient eu une évolution de leur maladie pendant 7 à 10 ans avant. Donc l'épidémie était déjà bien implantée. On a vu après, entre 81 et 89, une explosion du nombre de cas de gens qui étaient en fait infectés depuis les années 70. Donc on a identifié le virus équipe française prix Nobel en 83. Les premiers traitements spécifiques c'est 89, mais avec des résistances acquises très rapidement. 96 apparition des trithérapies. 2000, on a les chiffres avec plus de 30 millions de personnes qui vivent avec le VIH. 2009, révolution, au lieu de prendre plusieurs comprimés, on arrive à en prendre qu'un seul, avec 3 traitements dedans. Et en 2015, on a également l'arrivée en pharmacie des autotests. Donc ça, c'est pour vous dire un peu des points un peu clés de la thérapeutique et de la prévention.
Un autre point clé, c'est 2022, avec en France les tests remboursés sans ordonnance si vous allez dans n'importe quel laboratoire de biologie. On va y revenir. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, aujourd'hui, la prise en charge du VIH, une fois que quelqu'un est infecté, on a énormément de possibilités thérapeutiques, mais on doit gérer les comorbidités, les interactions entre les différents médicaments, c'est-à-dire il y a des médicaments qui ne sont pas compatibles, ça a un certain coût également, on a quand même un panel de médicaments, et nous, notre rôle en tant que médecin, est de réussir à trouver le médicament qui va être le mieux pour le malade à ce moment de sa vie. On va par exemple pas donner le même médicament à une femme qui est en âge de procréer et qui veut avoir des enfants, et à un homme qui n'a pas les mêmes, qui ne va pas porter un enfant, évidemment. Et donc, on va pas donner les mêmes traitements pour des raisons de diffusion, de tolérance pour le fœtus, etc. Pareil pour des personnes qui ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, donc c'est-à-dire qui ont des problèmes cardiaques liés à d'autres pathologies, ben, on donnera plutôt certains médicaments plutôt que d'autres. Et donc voilà, donc on a un panel et on travaille avec beaucoup de spécialistes aussi pour prendre en charge cette maladie parce qu'il y a plusieurs dimensions. C'est une maladie chronique, c'est une maladie maintenant qui est associée aux maladies qui sont associées au vieillissement. Et donc, euh, et donc il faut travailler de manière conjointe avec tout un tas de spécialités médicales. Alors, où sont pris en charge les personnes vivant avec le VIH? Vous voyez qu'on a un grand réseau sur toute la région Hauts-de-France, avec deux centres de référence qui sont le CHU d'Amiens et le CH de Tourcoing, avec le service universitaire dans lequel je travaille. Et on a des centres qui sont sur toute la région, avec évidemment toujours une difficulté à être pris en charge au plus près de chez soi, en sachant que le traitement doit être validé une fois par an par un médecin spécialiste dans de ces centres. La prévention. Eh bien, bon, j'ai remis une image de Ed qui est assez rigolote. C'est que les séropositifs sont traitement beaucoup plus de choses à nous transmettre, mais pas le virus, hein. Vous voyez, cet instructeur de parachute qui a le VIH selon cette publicité, bah, au final, il apprend aussi à faire du parachutisme. Mais il ne transmet plus le virus. Donc la prévention, eh bien, elle passe avant tout, et ça vous l'avez compris, sur le dépistage. Plus on dépistera de personnes qui ont le VIH tôt, moins elles transmettront. Et donc on peut faire ces dépistages en lieu de soins, sur des lieux de prévention transitoires, comme notamment ben, les actions qui sont faites par des associations dans les bars, les boîtes ou dans les écoles, dans les lycées, on peut également dans les universités. Les dépistages communautaires, donc ça j'en ai parlé, avec des autotests, et les centres de prévention type Cégide, centre de dépistage où on peut aller de manière anonyme, et les labos, la nouveauté 2022, vous allez dans un laboratoire, quel que soit le laboratoire, vous pouvez demander un test de dépistage du VIH, et il vous sera il sera réalisé sans ordonnance et sans frais. Il faut savoir que la plupart, on fait un peu l'autopsie de l'infection quand on a des nouveaux cas, c'est-à-dire qu'on regarde on aurait pu dépister plus tôt, et en fait, l'écrasante majorité des personnes que l'on dépiste auraient pu avoir un test plus tôt. Que le jour où on les voit nous pour leur test positif. Et donc il y a vraiment une importance à inciter le dépistage. Alors évidemment, le dépistage c'est pour qui? C'est pour tout le monde, mais évidemment qu'il y a des populations cibles dans lesquelles la prévalence, le nombre de cas est plus important. Donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, on a vu qu'on a bien diminué, mais on est loin d'avoir atteint nos objectifs. Les migrants d'Afrique subsaharienne, tout en sachant que les migrants d'Afrique subsaharienne, plus de la moitié d'entre eux s'infectent sur leur parcours migratoire et donc en France. Hein, le parcours migratoire est quelque chose de compliqué, de difficile, surtout pour les femmes avec des rapports sexuels souvent non voulus et non consentis. Les usagers de drogue, la prostitution et les personnes en général en situation de précarité. Les stratégies de prévention, vous voyez que je vous ai dit qu'on avait un panel de traitement. Bon, on a également un panel de stratégies de prévention. Outre le dépistage, il y a évidemment la réduction des risques. Hein. Donc, par exemple, pour les usagers de drogue en changeant le matériel, le préservatif qui reste évidemment la barrière la plus simple pour le VIH, mais également d'autres infections sexuellement transmissibles. On a également la prophylaxie de pré-exposition. C'est une sorte de capote chimique, mais qui ne marche que sur le VIH, qui permet au final d'éviter d'acquérir le VIH en ayant pris un médicament qui empêche le virus de rentrer dans ces fameux réservoirs. La TAS, donc le TAS, c'est le Treatment as Prevention, c'est ce que je vous ai dit. C'est le traitement comme prévention. On met les personnes sous traitement le plus rapidement possible.
pour éviter qu'elles transmettent. Et le traitement de post-exposition, donc je vous en ai parlé également dans ce topo, c'est-à-dire que si vous avez eu un rapport sexuel à risque ou si vous vous êtes blessé avec du matériel contaminé, potentiellement contaminé, vous pouvez vous rendre dans un service d'urgence ou dans un Cégide où on évaluera le risque et on vous donnera éventuellement un traitement antirétroviral pour une durée de 1 mois. Mais ce traitement doit être débuté dans les 48 heures et idéalement dans les premières heures après le contact. Donc c'est une urgence, vous passez devant tout le monde aux urgences, donc vous avez ça normalement comme l'infarctus, comme tout un tas d'autres maladies urgentes. Voilà. Alors en effet, moi là j'ai regardé, je vous présente les choses avec ma petite lorgnette du VIH qui est déjà important, hein, qui est quelque chose de très important. Mais au final, le VIH il permet aussi d'aborder d'autres questions qui sont beaucoup plus larges et portent sur la santé sexuelle. Et une bonne santé sexuelle, une bonne connaissance de son corps, une bonne connaissance des risques que l'on peut avoir lors de rapports sexuels, eh bien ça participe à la lutte contre le VIH. Donc, mais évidemment que la santé sexuelle ne se résume pas à la lutte contre le VIH. Bon, il y a évidemment aussi les autres infections sexuellement transmissibles, mais il y a également tout un tas d'autres problématiques qui sont liées à la santé sexuelle, à savoir évidemment tout ce qui est de grossesse désirée, non désirée, violence sexiste et sexuelle, consentement, qui sont tout un tas de dimensions sur lesquelles il faut sensibiliser les lycéens et les lycéennes et pour leur bien-être en général et de mon petit point de vue, modeste point de vue du VIH qui est, je répète, très important, mais qui reste une petite proportion de la santé sexuelle, c'est absolument indispensable que les lycéens et les lycéennes aient une vision de ce qu'est la santé sexuelle pour éviter d'avoir des expériences néfastes et des expériences qui ont des conséquences sur le long terme sur leur vie. Donc la région propose au lycée, c'est-à-dire je vais repartager donc la diapositive sur lequel je le dis en 2 mots, vous aurez le lien pour vous inscrire et après je donne la parole à la région pour expliquer le contexte, mais vous aurez la possibilité de proposer, je le fais rapidement parce que j'essaie de garder le moins possible, vous m'en voulez pas du côté de la région, je vous passe la parole pour conclure. L'objectif est de proposer deux actions concrètes pour impliquer vos élèves sur la question de la santé sexuelle, notamment un podcast. Donc, on va sélectionner 5 classes ambassadrices qui auront pour mission d'animer une émission en recevant donc un expert dans la classe pour une interview et donc tout un travail de recherche qui est proposé autour d'une thématique liée à la santé sexuelle. Donc, vous avez la liste des émissions qui sont proposées. On parle de prévention des IST, on parle de VIH en 2024. Justement, ce sera l'occasion peut-être de revenir sur tous ces stéréotypes qu'on disait justement toujours très présents, mais également de consentement, de représentation de la sexualité. Donc vraiment plein de sujets assez larges sur lesquels on vous donne finalement les ressources, les invités, toutes les personnes nécessaires pour venir à la rencontre de vos classes. Et en plus de ça, ça a une portée beaucoup plus large puisque votre émission sera diffusée à l'échelle de tous les établissements, donc avec une audience aussi auprès des autres classes qui seront auditrices. Et une deuxième action sur laquelle vous pouvez impliquer vos élèves, c'est un concours d'éloquence. Donc là, l'objectif, c'est justement de leur permettre de prendre la parole sur un sujet qui leur tient à cœur en lien avec cette thématique-là. Donc finalement aussi inviter sous un autre contexte à lever le tabou. Et donc ça, c'est également une inscription, vous pouvez inscrire les élèves volontaires à ce concours d'éloquence qui est mené cette année. Donc vous aurez je vais vous mettre dans le chat pendant que je donne le mot de la fin à la région, toutes les modalités pour s'inscrire. Et je remercie encore le professeur Robineau pour toutes ces explications et les éclairages. Et je donne la personne, alors je ne sais pas du coup qui parle côté région, pour nous expliquer un petit peu la mise en contexte, pourquoi ce dispositif a été mis en place avec à la fois le podcast et le concours d'éloquence. Je vous donne la parole. Mm. Alors merci Margot, donc je prends la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Voilà, très bien. Donc moi je suis Annie Bachelet, je suis responsable prévention à la direction de la santé du conseil régional
et j'assiste à cette masterclass avec mon collègue, Aurel Soulès. On fera une petite présentation très, très brève, parce que le temps est compté à 2 voix. Donc juste pour vous enfin, d'abord vous remercier, pour l'intérêt que vous portez au sujet de la santé sexuelle. Alors cette démarche, nous l'avons voulu dans le cadre d'un plan qui a été, voté en 2020, un plan qui s'appelle l'intitulé est un peu long, hein: «Vers une région Hauts-de-France sans nouvelle contamination par le VIH/SIDA» et je rajouterai les IST. C'est un plan qui a été construit avec les partenaires et notamment les partenaires, de l'éducation nationale. On a beaucoup travaillé avec les 2 infirmières conseillères techniques auprès des 2 recteurs. Donc à l'époque, c'était madame Dehaye qui vient de partir et qui a été remplacée, que vous connaissez peut-être, madame Muriel Dehaye et madame Rousseau qui a été remplacée également. Nous avons aussi travaillé avec des acteurs associatifs comme le Corévi et d'autres associations, également avec l'Agence régionale de santé. De tous les échanges qu'on avait eus, enfin qu'on nous avons eus, bien sûr, tous ces échanges nous ont confortés dans l'idée qu'il fallait effectivement en faire quelque chose. Parce que même si, comme le disait très bien, docteur Robineau, que je remercie beaucoup pour cette présentation très claire et très complète, parfois très technique aussi, mais il a essayé de vulgariser le sujet et pour essayer de se mettre à niveau de tout le monde. C'est pas parce qu'on peut vieillir bien et longtemps avec le VIH qu'il faut pour autant, baisser, la vigilance, la garde et on sait très bien que les actions d'éducation à la santé sexuelle, ça démarre c'est efficace quand ça démarre, on va pas dire le plus tôt, faut que ce soit adapté à l'âge aussi, bien évidemment. Donc nous, ce sont effectivement les lycéens. Mais ce plan, on a voulu aussi qu'il permette aussi de traiter non pas seulement les questions du VIH et du sida, mais également des infections sexuellement transmissibles qui sont toujours présentes et qui posent aussi un certain nombre de problèmes. On constate un certain relâchement chez les jeunes, notamment, par rapport, à l'utilisation des préservatifs. Donc ce plan, du coup, je vais laisser la main à Aurel, hein, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Il a donné lieu à un certain nombre de dotations et un soutien des actions de prévention. Et donc je remercie encore votre participation et j'espère que votre intérêt, pour le sujet sera maintenu à l'issue de cette masterclass. J'espère qu'on ne va pas perdre de de volontaires pour s'engager dans cette voie. Et donc voilà, Aurel, je te laisse, présenter les dotations que nous avons, allouées, à différentes structures, différents établissements scolaires notamment. Merci Annie. Bonjour à tous, je suis Aurel Soulès, chargé de mission, prévention à la direction de la santé, de la région Hauts-de-France et donc en charge notamment, du suivi du plan vers une région Hauts-de-France sans nouvelle contamination par le VIH/SIDA et les IST au global. Un plan qui a été voté, initié en 2020 et pour lequel on fête, la 3e édition qui a été lancée en octobre 2024. Alors dans le cadre de ce plan, on a 2 principaux leviers d'action. Le premier, c'est, la dotation de dispositifs de protection de consommables et de dépistage. Alors, par exemple des préservatifs, qu'ils soient internes, externes, masculins, féminins. Préservatifs qu'on va, également, installer dans des distributeurs, qu'on a installés dans les établissements. Vous avez peut-être vu les distributeurs de préservatifs dans vos établissements. Quel type d'établissement? On s'adresse aux lycées publics généraux, agricoles et aux CFA de la région. On fait également des dotations d'autotests VIH pour les services de santé étudiante, alors notamment, pour qu'ils soient utilisés dans le cadre de la journée, mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect dotation. On encourage également, on soutient des actions de prévention en santé sexuelle avec notamment la fourniture de mallettes d'animation en santé sexuelle qui sont assorties de webinaires pour les lycées publics généraux et agricoles et pour un centre de formation et d'apprentissage de la région puisqu'il disposait, d'un personnel, infirmier qui pouvait donc, utiliser les dispositifs de la mallette. On dote également les services de santé étudiante et les étudiants en service sanitaire des IFSI, et écoles de sages-femmes. Ça, c'est le dernier dispositif qui a été voté, la dernière cible, qui a été, votée, dans le cadre de la 3e édition lancée en octobre 2024. C'est notre nouvelle cible. Et enfin, nous soutenons des actions de prévention à l'éducation sexuelle, comme par exemple les après-midi du zapping, qui est un dispositif, une action qui est portée par l'association Solidarité SIDA, pour lequel nous accordons une subvention.
Et enfin donc, dans le cadre de ce dispositif, de ce plan SIDA au global, et ben, ce nouveau, dispositif, le challenge santé sexuelle qui est lancé, auprès des lycéens et qui s'inscrit, vous l'aurez compris, tout à fait, dans la démarche, que nous portons, à l'échelle de la région. Voilà. Merci beaucoup Annie et Aurel. On a pas mal de questions sur le fait d'avoir accès à la fois aux mallettes, à tous ces dispositifs pour les lycées professionnels. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Mmh. Alors je me permets d'intervenir. Alors normalement, toutes les dotations qui ont été faites ont été faites sur la base d'un recensement des besoins, par les académies. Donc, a priori, tout le monde, tous les lycées ont dû, enfin les lycées publics, parce que les lycées privés, on était passé par les diocèses, bon, ils étaient intéressés, mais finalement, on n'a pas pu, leur fournir ces dotations. Mais normalement, tous les lycées publics ont reçu une mallette. Ces mallettes, elles sont destinées en priorité, aux infirmiers, au personnel infirmier scolaire. Donc, pour moi, il ne devrait pas y avoir de manque. Parce que tout a été fait, je veux dire, sur la base d'un recensement qui nous avait été transmis notamment par les 2 infirmières conseillères techniques, que je vous ai citées tout à l'heure, et aussi par celles qui ont pris la relève. Et donc je ne sais pas si un lycée, peut-être que, alors peut-être que la formation n'a pas circulé, ou je ne sais pas, mais normalement tout le monde a dû recevoir cette mallette. Une mallette D'accord, donc effectivement après, qui contient des outils 3D et à la fois des jeux, sous forme de quiz, pour faire réfléchir les élèves sur la sexualité de manière globale et pas que par le prisme du VIH et du sida, on est bien d'accord. OK. Bah, écoutez, à charge des enseignants peut-être de se mettre en relation avec les infirmières qui ont reçu cette mallette-là pour consulter, les contenus. Alors il est 18h13, je suis désolée, malheureusement, on ne va pas pouvoir, plus déborder. Merci, pour cette, remise en contexte pour la région. Merci à tous d'avoir participé. Un énorme merci, professeur Robineau, pour votre, présence et vos informations. Je ne sais pas si vous voulez dire le mot de la fin avant qu'on se quitte. Oula, j'ai déjà beaucoup trop parlé, moi. Non, non, juste pour vous dire que non, les préservatifs aussi sont gratuits hein, sur ordonnance et en allant dans les CJ, on peut les avoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur les distributeurs, pourquoi il n'y en a plus, etc. Bon, il faut évidemment diversifier, donc n'hésitez pas. Les préventions doivent être multiples et adaptées au public. Et donc voilà. Donc, les 5 sujets qui ont été proposés sur la diapo sont des propositions et nous, on essaiera, selon où vous êtes, de vous trouver des acteurs ou locaux ou des figures expertes venant d'associations ou de structures de soins ou autres qui pourront vous aider, ou même d'historiens. Enfin, on peut imaginer plein de choses. C'est vraiment c'est des thématiques et puis n'hésitez pas à participer. En tout cas, c'est un projet. Je remercie encore vraiment beaucoup la région parce que ça m'enthousiasme à titre personnel énormément. Et donc, je serai là pour répondre à vos questions. Et vous faites bien de le préciser, ce sera tous des projets pluridisciplinaires. Donc évidemment, tous les enseignants de toutes disciplines sont les bienvenus pour inscrire leur classe ou les élèves volontaires. Donc les inscriptions pour le podcast, c'est jusqu'au 13 décembre. Et pour le concours d'éloquence, vous pouvez envoyer donc les extraits sonores des discours avant le 12 mars. Vous avez toutes les informations dans le lien que j'ai mis dans le chat et vous aurez de nouveau ces informations dans le mail récapitulatif de la rencontre. Merci à tous d'être présents ce soir et à très bientôt, on espère, sur le dispositif santé sexuelle. À bientôt.